Dans les processus RH et de promotion, il y a plusieurs outils qui peuvent être mis en œuvre. Je pense qu'il n'y a pas un outil qui répond globalement au souci, je dirais, d'avoir des équipes plus diversifiées. Un premier, c'est de s'assurer par exemple que chaque fois qu'on a une candidature pour un poste, il y a au moins une femme. Voilà. Ça permet effectivement d'obliger tout le monde à se poser la question de savoir y a-t-il des femmes compétentes pour tenir ce poste. Et en général, quand on se pose la question, on en trouve. Il y a le fait de pouvoir aussi, dans les objectifs, alors moi je ne l'ai jamais fait de cette façon-là, mais s'assurer qu'effectivement la diversité est assurée. Alors, en général, peut-être parce que j'étais une femme manager, les personnes dans mes équipes spontanément le faisaient. On casse le plafond de verre, j'allais dire, à tous les niveaux. Et ça, c'est extrêmement important. C'est aussi pousser les filles par du coaching, j'allais dire, à oser exprimer leur ambition légitime. Voilà, c'est simplement ça, parce que très souvent, elles se mettent des freins. Très souvent, elles se mettent encore des freins. Voilà, qui sont des freins qui viennent de l'éducation, qui sont des freins qui viennent de la société, de l'image qu'elles ont, de freins qu'elles se mettent aussi quelquefois à cause de leur conjoint. J'ai vu beaucoup de cas où des femmes très brillantes s'auto-censuraient parce que leur mari réussissait moins bien. À France Télécom, un de nos présidents avait mis en place un coaching spécifique des cadres dirigeantes dont j'ai bénéficié et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. On était très peu nombreux, ça nous a beaucoup aidé. Le plafond de verre fonctionne, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous comptez en général dans toute entreprise le pourcentage de femmes à un certain niveau, il se réduit au fur et à mesure que vous avancez. Hein. Donc ça c'est le cas. Je crois que les pays nordiques sont sortis de ça. Moi, je suis très impressionnée aussi quand j'avais des équipes en Asie. J'avais beaucoup de femmes en Asie. Ma patronne de l'Asie à France Télécom était une femme. La patronne des États-Unis était aussi une femme. Donc on a des efforts à faire et la France n'est pas en avance là-dessus. Ce qui me frappe aussi, c'est que ça avance doucement. C'est-à-dire que moi, je suis passée finalement d'une optique où j'étais plutôt anti-quota, parce que je trouvais que c'était un petit peu dépréciateur pour les femmes de dire qu'on était finalement un élément d'un quota, alors qu'on avait toutes les capacités de faire. Mais j'ai une fille qui a donc 24 ans de moins que moi, et je l'ai vue, donc elle a fait des classes préparatoires scientifiques, c'est une mathématicienne, et je l'ai vue en classe préparatoire finalement souffrir exactement des mêmes remarques, j'allais dire, un petit peu tendancieuses, j'allais dire, dont j'avais souffert moi-même en classe préparatoire. Alors elle était extrêmement, c'est une très très bonne scientifique, elle était vraiment en top de classe, elle était bien meilleure que moi, je dirais, dans les matières scientifiques. Et je trouvais ça d'autant plus injuste. Et donc ça m'a amené finalement à changer un peu de regard et me dire, bon ben, finalement, si ça ne se fait pas naturellement, il faut pousser. Et donc me dire qu'effectivement, les quotas, pas de façon exagérée, mais bien utilisés, pouvaient être un moyen finalement de permettre à des femmes d'évoluer et de leur donner une vraie chance. J'aime les entreprises de services de façon générale et en fait je suis moins proche, je suis allée chez Alcatel où j'ai eu des responsabilités sur la partie industrielle, mais finalement je suis beaucoup plus à l'aise, c'est finalement mon ADN dans une entreprise de service. Dans une entreprise de service, la satisfaction des clients qui est un des drivers fondamentaux de l'efficacité et je dirais de la rentabilité à la fin de l'entreprise, toutes les études le montrent, elle est très liée à la satisfaction des salariés. En particulier ceux qui sont face à ces clients en première ligne. C'était vrai à France Télécom, c'est vrai à la SNCF. Donc pour moi, dans mon management, c'est fondamental. Je ne supporte pas qu'on ne respecte pas les personnes. Voilà. Alors c'est difficile à dire parce que quand on pilote, quand vous êtes patron de 20 000 personnes, comme plus de 10 000 personnes, comme je suis à France Télécom et à la SNCF, aller s'occuper de chacune de ces 10 000 soi-même, il faut faire confiance à son management pour le faire. Mais pour moi, c'est un point extrêmement important et c'est pour ça que j'ai vécu avec beaucoup de, je dirais, de tristesse la crise qu'il y a eu à France Télécom et que je suis très attentive à la SNCF de faire en sorte que les contrôleurs, les personnes dans les gares, au fur et à mesure, on leur donne des outils qui vont bien, qui leur permettent effectivement d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. Pas facile, on a beaucoup de contraintes, mais que ça soit une ambition permanente, c'est très très important pour moi. Je pense que les femmes peuvent avoir un regard un peu différent là-dessus, sans doute aussi pour des raisons simplement d'éducation. Ma fille me dirait c'est pas dans l'ADN, c'est pas dans les gènes, c'est simplement effectivement parce que depuis qu'elles sont toutes petites, toutes les études du monde ont leur demande de s'occuper un peu des autres. Mais je pense que c'est l'intérêt de l'entreprise. Voilà.
Alors, en situation de crise, les choses sont très difficiles. Moi, j'ai vécu des situations effroyables à France Télécom après, je dirais, la mort en particulier d'une de mes salariés, qui a été quelque chose de vraiment très difficile à vivre pour tous ses collègues, pour tous ceux qui avaient essayé de l'aider. C'était quelqu'un qui avait des difficultés depuis très longtemps, mais qui a décidé de mettre fin à ses jours. C'est une expérience qu'on n'a pas envie de renouveler. Ce qui est important, je pense, dans ces cas-là, c'est vraiment la solidarité autour dans l'équipe, autour de l'entreprise, et encore une fois, de remettre la focalisation sur le salarié au cœur du débat. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et à la SNCF, on vit des crises d'une toute autre nature, qui sont plutôt des crises de production, quand on se retrouve avec un fou qui couple des câbles et qui fait qu'on a 10 000 clients perdus en montagne au retour des vacances d'hiver, et qu'ils se retrouvent, je dirais, dans des conditions effroyables, parce qu'effectivement il faut 6-7 heures pour rétablir la ligne et faire passer les trains. Donc ça met une tension extrêmement forte sur les équipes. Donc là, c'est aussi la solidarité, c'est de faire en sorte de pouvoir aider la première ligne. Donc moi, quand je peux, mon assistante, on met un gilet rouge, on a mis en place quelque chose qui s'appelle SNCF Assistance, qui est finalement du volontariat pour aider la première ligne dans les gares. Donc là, c'est un jour de grand départ aujourd'hui. Donc qui dit mon assistante, elle va aller dans des grandes gares, et moi je vais sans doute y passer aussi pour voir si tout va bien et si effectivement les gens qui sont en première ligne ont ce qu'il faut pour leur permettre de répondre aux besoins du client. C'est pas simple, il n'y a pas de solution simple, mais c'est comme ça, je pense, avec cette solidarité de l'entreprise qu'on arrive à résoudre les crises, et c'est ce qui me paraît le plus important.